Posez-vous cette question. Quand une organisation basée à New York décide, depuis son bureau climatisé, que le président d'un pays africain est un criminel de guerre qui a vraiment le pouvoir dans cette histoire. Pas le peuple burkinabé, pas les soldats qui meurent sur le terrain, pas les femmes qui enterrent leurs enfants, non, c'est une machine politique transatlantique, bien huilée, bien financée, qui fabrique des verdicts avant même que le procès n'existe. Et aujourd'hui c'est Traoré, demain ce sera n'importe quel dirigeant africain qui aura le tort de trop bien défendre son peuple. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche ici. On nomme les choses par leur vrai nom. Commençons par poser les bases. Le 2 avril 2026, une organisation américaine basée au cœur de New York publie un rapport fleuve de plus de 300 pages visant à qualifier le capitaine Ibrahim Traoré de criminel de guerre. Ce rapport, présenté avec toute la solennité d'un acte juridique international, est diffusé simultanément sur plusieurs médias à portée mondiale. En surface, tout semble carré, documenté, sérieux. Mais quand on creuse, et c'est précisément notre travail de creuser, on découvre une architecture politique construite pierre par pierre, depuis des décennies, pour servir les intérêts géostratégiques d'un bloc occidental qui n'a jamais digéré de voir l'Afrique lui échapper. Cette organisation dont il est question n'est pas née d'une vocation humanitaire spontanée. Elle est le produit direct de la guerre froide. En 1975, la conférence d'Helsinki ouvre une brèche dans le rideau de fer. Les grandes puissances s'engagent sur le terrain des droits humains. Washington y voit immédiatement une arme. 3 ans plus tard, une structure est créée avec pour mission explicite de surveiller l'Union soviétique et de soutenir les dissidents du bloc de l'Est. L'argent de départ vient d'une fondation américaine aux liens organiques avec les services d'État américains. Dès sa naissance, cette organisation est une arme idéologique habillée en conscience morale. Elle va ensuite grossir méthodiquement, toujours en suivant la carte des intérêts américains. Quand Washington s'enlise en Amérique centrale dans les années 80, soutenant des escadrons de la mort au Salvador et finançant des groupes armés pour déstabiliser le Nicaragua sandiniste, une branche régionale voit le jour, non pas pour dénoncer Washington, mais pour gérer les narratifs et diluer les responsabilités américaines dans le sang versé. Une branche asiatique suit, puis africaine, puis moyen-orientale. Chaque création coïncide avec une zone de friction où les intérêts impérialistes sont engagés. On finit par tout fusionner sous un seul nom global, et le tour est joué. Une marque unique, une crédibilité mondiale construite, un outil politique redoutable habillé en défenseur universel de la dignité humaine. Une branche régionale voit le jour, non pas pour dénoncer Washington, mais pour gérer les narratifs et diluer les responsabilités américaines dans le sang versé. Une branche asiatique suit, puis africaine, puis moyen-orientale. Chaque création coïncide avec une zone de friction où les intérêts impérialistes sont engagés. Et c'est précisément pourquoi le Burkina Faso se retrouve aujourd'hui dans le viseur. Parlons maintenant des hommes et des femmes qui ont fabriqué ce rapport, parce que derrière chaque document présenté comme rigoureux, il y a des visages, des trajectoires, des intérêts. Le directeur exécutif de l'organisation, un Français, a passé 10 ans comme correspondant de médias d'État français auprès des Nations Unies avant de rejoindre cette structure dans des fonctions dirigeantes. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est ce qu'il a fait entre 2023 et son retour au sommet de l'organisation. Il a créé et piloté un fonds d'investissement qui parie financièrement contre les pays qualifiés d'autoritaires. Plus un pays reçoit l'étiquette de dictature dans les rapports de l'organisation, plus le fonds rapporte de l'argent. Et qui produit ces rapports? L'organisation qu'il dirige désormais. Ce conflit d'intérêts ne devrait pas exister dans une institution qui se prétend indépendante. Il est pourtant là, documenté, assumé, et personne dans les grands médias ne le dit. L'architecte juridique du dossier est lui aussi français, formé dans les meilleures écoles de l'internationalisme atlantiste. Son objectif affiché, construire un corpus suffisant pour saisir la Cour pénale internationale contre Traoré. La chercheuse principale sur le Sahel, italienne, a débuté sa carrière au sein du ministère des Affaires étrangères d'un État membre de l'OTAN. Pourtant, elle prétend documenter avec précision ce qui s'y passe depuis Paris, Rome ou New York, en compilant des témoignages de seconde main, sans possibilité de vérification contradictoire sur le terrain, sans droit de réponse réel accordé aux autorités concernées. Et parmi ceux que ce rapport remercie explicitement, car oui, on peut lire ces remerciements dans le document lui-même, on trouve un individu poursuivi par la justice des 3 pays de l'AES pour complicité d'actes terroristes, notamment parce qu'il était en contact en temps réel avec des assaillants lors d'une attaque contre une capitale sahélienne, recevant et transmettant leurs positions, leurs cibles, leur bilan humain. Ce n'est pas une rumeur. C'est dans les dossiers judiciaires.
Et ce rapport le remercie. Tirons-en les conclusions qui s'imposent. Le timing de la publication n'est pas davantage un hasard. En septembre 2025, les 3 pays de l'AS annoncent leur retrait du statut de Rome, le texte fondateur de la CPI. Mais le droit international impose un préavis d'1 an avant que ce retrait ne soit effectif. Pendant cette fenêtre, et même au-delà pour les faits survenus pendant la période d'adhésion, les poursuites restent théoriquement possibles. Le rapport couvre précisément cette période. Il est publié précisément dans cette fenêtre. Et la lettre envoyée aux autorités burkinabées pour leur donner un droit de réponse, elle date du 22 décembre 2025, moins de 4 mois avant la publication, après 3 ans de travail à charge. Ce n'est pas un droit de réponse. C'est une case à cocher pour donner une apparence de procédure à ce qui n'est qu'un verdict préécrit. La méthode n'est pas nouvelle non plus. On retrouve dans ce rapport la même structure narrative que dans tous les précédents produits par cette machine depuis des décennies. Un titre émotionnel conçu pour choquer, avant même que le lecteur n'ait parcouru une seule ligne. Une mise en accusation détaillée et nominative d'un camp. Un traitement superficiel et générique de l'autre. Dans ce rapport sur le Burkina, 20 commandants militaires burkinabés sont listés nommément dans la table des matières. En face, les chefs des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda qui posent des engins explosifs, massacrent des civils, brûlent des villages, ferment des écoles par la violence aucun nom. Zéro, comme si l'absence d'identité leur conférait une forme d'immunité narrative. Et c'est là que réside l'imposture fondamentale. Traiter un État souverain engagé dans un conflit asymétrique contre une nébuleuse terroriste transnationale, comme si les deux parties étaient comparables, symétriques, équivalentes sur le plan moral. Ce n'est pas de la neutralité, c'est une manipulation intellectuelle qui sert un agenda politique. Un État qui lutte pour l'intégrité de son territoire face à des groupes qui décapitent, qui violent, qui affame des populations entières, les mettre sur le même pied de procédure, c'est déjà avoir choisi son camp. Et ce choix n'est pas innocent. Regardons maintenant ce à quoi ce rapport est réellement destiné, parce que ses usages sont multiples et simultanés. Sur le terrain diplomatique, il fabrique une munition que les chancelleries occidentales peuvent brandir dans les enceintes internationales pour isoler Ouagadougou, compliquer ses partenariats, décourager tout pays tiers d'approfondir sa coopération avec le Burkina, sous peine d'être associé à un régime qualifié de criminel de guerre. Sur le terrain juridique, il alimente explicitement un dossier CPI et à défaut, il constitue un corpus utilisable devant des juridictions nationales de pays européens qui s'arrogent une compétence universelle, compétence que ces mêmes pays n'ont jamais exercée pour juger leurs propres responsables des guerres coloniales ou des pillages économiques qui ont saigné l'Afrique pendant des siècles. Sur le plan financier, les effets sont insidieux et dévastateurs. Les agences de notation intègrent ces rapports dans leurs évaluations du risque politique. Un pays sous le coup d'accusations internationales voit son coût d'emprunt augmenter, ses accès au marché de capitaux se rétrécir, ses flux d'investissement se contracter. Les institutions financières multilatérales les utilisent comme prétexte pour conditionner ou suspendre leur financement. C'est un étranglement économique progressif, administré en silence, déguisé en préoccupation humanitaire. Sur le terrain médiatique, ce rapport donne aux rédactions à travers le monde une base présentée comme rigoureuse pour alimenter un narratif hostile, légitimer des journalistes qui couvrent avec partialité, fournir des éléments de langage aux gouvernements qui cherchent à justifier leur prise de position contre l'AS. Mais l'usage le plus pernicieux, celui qu'on évoque le moins, c'est la guerre psychologique ciblée sur l'appareil militaire burkinabé lui-même. En nommant individuellement des officiers et des commandants, le rapport cherche à créer des fissures internes, à semer la peur des poursuites personnelles, à pousser certains à se distancer du président pour protéger leur propre avenir. C'est une tentative de décomposition de la cohésion militaire par la menace juridique individuelle. Enfin, ce rapport sert à envoyer un message à tous les autres au Niger, au Mali, à tous ceux sur le continent qui observent et qui pourraient être tentés de suivre la même trajectoire souverainiste. Le message est sans ambiguïté, rompez avec l'ordre occidental et nous construirons contre vous un dossier qui vous suivra partout. Ce qui est remarquable, c'est que même à l'intérieur de cette institution, des voix se sont élevées pour dénoncer la dérive. Son propre fondateur a publié, il y a plus de 15 ans, une tribune dans laquelle il condamnait publiquement la direction prise des rapports politiquement orientés,
des témoignages invérifiables, une rigueur sacrifiée sur l'autel de l'agenda. Des chercheurs de plusieurs universités ont produit des travaux académiques démontrant que les productions de cette organisation ne répondent pas aux standards minimaux d'impartialité et d'exactitude. Ce n'est donc pas le Burkina Faso seul qui résiste à ce narratif. C'est une critique documentée, transversale, qui vient de partout. Ce qui se passe au Sahel n'est pas une crise sécuritaire isolée. C'est un test grandeur nature. Est-ce qu'une nation africaine peut choisir ses partenaires, définir ses priorités, reprendre le contrôle de ses ressources, sans que la machine occidentale de fabrication de consensus se mette en branle pour la punir? Pour permettre la captation des richesses africaines depuis des générations, certains fournissent les armes, d'autres fournissent le narratif et l'Afrique, elle fournit les morts. Ce mécanisme doit être nommé, décortiqué, exposé. C'est ce que nous faisons ici, et c'est ce que nous continuerons à faire. L'AS n'est pas parfaite. Aucune révolution ne l'est, mais ce qui se construit dans la région représente quelque chose de rare et de précieux. La volonté obstinée de peuples africains de décider pour eux-mêmes, malgré la pression, malgré les menaces, malgré les rapports de 300 pages. Et ça ne se négocie pas. Si ce contenu vous a éclairé, si vous pensez que cette analyse mérite d'être entendue au-delà de ce cercle, alors faites ce geste simple. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, commentez avec votre point de vue et partagez autour de vous. Chaque partage est un acte de résistance informationnelle. Ensemble, nous construisons un autre récit, africain, souverain